Le 25 février prochain, la saga Scream fera son grand retour avec un 7ème opus. Et après 2 films centrés sur le duo porté par Melissa Barrera et Jenna Ortega, ce nouvel épisode marque le retour de Sidney Prescott en tant que personnage principal, ainsi que Kevin Williamson, à l'origine de la saga avec Wes Craven, pour la première fois à la réalisation. Et il faut dire qu'avec ces 2 annonces, les spectateurs sont quand même mitigés. Car les 2 précédents films ont eu du mal à convaincre. Entre trous dans le scénario, Deus Ex Machina fantomatique et recyclage de nombreux éléments plus anciens, on a du mal à voir un véritable renouveau pour la saga malgré une équipe plutôt solide. Et l'éviction de Melissa Barrera et le départ de Jenna Ortega, les 2 têtes d'affiche de cette censée nouvelle trilogie, vient complètement modifier les plans de l'épisode final. Scream 7 a une mission primordiale: convaincre au risque de voir la franchise s'arrêter définitivement. La direction du 7ème opus est donc toute tracée. Revenir avec ceux qui ont fait le succès de la saga et proposer un véritable prolongement de la quadrilogie d'un côté et du diptyque de l'autre. Et afin de faire monter la hype des spectateurs, on nous annonce le retour de Matthew Lillard, Scott Foley et David Arquette, dont les personnages sont supposés être morts dans les films précédents. Et il n'en fallut pas plus pour que la toile s'enflamme et que les théories foisonnent. Et plus particulièrement la préférée des fans, le retour de Stu Macher. Et il faut dire que les premiers éléments visuels qui nous sont donnés semblent aller dans cette direction. Mais Scream étant une saga qui va porter un regard critique et méta sur les codes du cinéma d'horreur, l'horizon d'attente des spectateurs risque d'être mis à rude épreuve. Dans cette vidéo, on va donc regarder de plus près les bandes annonces, trailers et images promotionnelles. Et on va essayer de démêler le vrai du faux. Alors attention, on va également parler des anciens films, donc vous entrez clairement dans une zone spoiler. Et on va commencer notre analyse avec le premier trailer qui est sorti en octobre 2025. Cette première bande-annonce s'ouvre sur une scène qui se déroule dans la maison de Stu Macher, que nous connaissons maintenant très bien. Et on découvre que l'endroit a été transformé en Airbnb immersif qui surfe à la fois sur les films Stab, mais également sur les différents massacres de Ghostface. On y retrouve 2 touristes, joués par Jimmy Tatro et Michelle Randolph, qui semblent avoir loué les lieux pour la nuit. Dès leur entrée, on remarque 2 silhouettes tracées au sol, et vu leur emplacement, on sait que celle-ci marque là où Richie est mort, tandis que cette deuxième désigne Amber. On a ensuite un aperçu un peu plus large de l'entrée, et on remarque que la décoration se rapproche davantage de 1996 que de 2022, un potentiel indice de l'importance du film original. Également, dès l'entrée, on note une affiche de Stab. Cependant, elle ne semble pas correspondre à celle qu'on peut apercevoir dans le hall du cinéma dans Scream 2. On peut alors imaginer 3 hypothèses. Soit c'est une affiche alternative du premier Stab, mais personnellement j'y crois moyen. Soit c'est celle du Stab 8 mentionné dans Scream 5, soit, d'après les images de tournage que l'on voit autour de l'affiche, qui nous rappellent les événements de 2022 avec un parking ou encore un escalier comme la maison de Stu, ce serait l'affiche du 9ème film de la franchise. Et comme l'indique la vidéo YouTube dans Scream 5, ils auraient pu refaire Stab 8 en mettant le film précédent de côté. Puis l'homme du couple prend un selfie dans ce qui a tout l'air d'être la silhouette de Billy Loomis, et difficile de ne pas remarquer que la tenue du jeune homme peut ressembler à celle du tueur. Ce mec est déjà suspect, mais je pense qu'on est plutôt sur un clin d'œil, parce que sinon ce serait beaucoup trop simple. Juste à côté de lui, on retrouve la couverture du livre The Woodsboro Murders que Gale a écrit pour relater les événements de 1996. On note par ailleurs un macaron doré qui pourrait montrer que c'est une réédition et que le livre a eu pas mal de succès. Le couple se fait alors surprendre par un automate de Ghostface dans une pièce où on peut voir les affiches de Stab 4, 5 et 6, ainsi que la couverture du livre Hollywood Horror qui relate quant à lui les événements de Scream 3. Donc on a quand même de grosses références aux tueurs Billy Loomis, Stu Macher et Roman Bridger. Alors que la jeune femme inspecte l'automate, on aperçoit un Ghostface qui apparaît dans son dos puis l'attaque. Scène de poursuite dans les escaliers et la jeune femme tombe sur le couteau du tueur. Le trailer nous laisse alors présumer qu'on vient d'assister au traditionnel meurtre d'ouverture auquel on assiste à chaque début de film Scream. Mais l'intérêt de chacun réside dans la surprise. Scream 1 posait les bases, Scream 2 avait 2 victimes dans un lieu public, Scream 3 tuait une personne connue des films précédents, Scream 4 jouait sur le côté méta, Scream 5 faisait survivre sa victime, et Scream 6 prenait les spectateurs à revers avec un premier tueur éliminé par le vrai Ghostface du film. On peut donc penser que cette attaque d'ouverture n'est pas le meurtre d'ouverture, et qu'en fait c'est le petit copain qui se cache sous le costume pour effrayer sa petite amie.
Et les choses ont un petit peu dérapé. Et on a un petit détail intéressant. Le jumpscare de l'automate se déroule en 2 fois. Une première avec le jeune homme devant, probablement lors de leur découverte des lieux, et la deuxième fois uniquement avec la jeune femme lorsqu'elle allume la lampe. Et entre ces 2 plans, on remarque que la position de Ghostface est légèrement différente. Donc si le premier est bien un automate, le deuxième est peut-être le vrai tueur. La fin de la bande-annonce nous montre Ghostface en train de mettre le feu à la maison de Schumacher en promettant de tout cramer. Il n'est donc pas impossible que le véritable Ghostface fasse ensuite son apparition pour se débarrasser des 2 jeunes personnes avant de repartir après avoir tout brûlé. Mais encore une fois, la surprise de l'introduction du film serait un peu gâchée et peut-être que cette scène n'est pas du tout au début du film. Les internautes penchent alors pour une toute autre théorie. Le film s'ouvrirait sur le meurtre de Maureen Prescott. Et en effet, le retour de Schumacher et Roman Bridger pourrait s'expliquer avec un flashback où les 2 hommes sont présents et rajeunis numériquement comme ce qui est théorique dans les 2 précédents films. Sauf que Billy Loomis est aussi censé prendre part au meurtre et pour l'heure, son acteur ne semble pas revenir dans ce 7ème opus. La théorie tombe un petit peu à l'eau à ce niveau-là, mais elle a au moins le mérite d'être cohérente avec l'univers principal, le retour du tueur et les thématiques du film. On retrouve notre Sydney national qui reçoit un appel de Ghostface en provenance de Woodsboro. Et petit détail inutile, mais contrairement au précédent film, on voit enfin l'heure qui est sur l'écran des téléphones portables. Et ça va peut-être m'aider pour Kituki dans Scream 7. On note donc qu'il est 10h28. Le plan suivant suggère qu'on est le matin, vu la lumière qu'on voit à travers la fenêtre, mais peut-être que ce plan se déroule plus tôt, bien avant l'appel. La bande-annonce nous transporte ensuite vers une scène de crime, et si on suit l'enchaînement et la tenue de Sydney, il n'est pas impossible qu'il s'est donc passé un meurtre le soir même dans le voisinage de Sydney. On comprend également qu'elle se fait photographier par beaucoup de journalistes. On nous introduit ensuite la ville de Pine Grove, où Sydney semble avoir refait sa vie. On nous montre d'ailleurs un cinéma qui diffuse Massacre à la tronçonneuse. Et ce petit détail est assez important. En effet, une affiche promotionnelle de Scream 7 fait directement référence au premier Massacre à la tronçonneuse, et sur celui-ci, on peut y lire « Welcome to Woodsboro, where the past never dies ». Admirez l'accent. Bienvenue à Woodsboro, là où le passé ne meurt jamais. Et comment ça, bienvenue à Woodsboro ? L'action n'est pas censée se dérouler à Pine Grove ? Avec cette affiche, la campagne promotionnelle rend d'abord un hommage avéré au genre du slasher. Massacre à la tronçonneuse est probablement le film le plus influent du genre et a posé les bases des codes du genre. Un tueur masqué, des scènes ultra violentes et l'utilisation d'une arme simple. Scream, en tant que film méta, est donc conscient de ses racines cinématographiques. Ensuite, l'affiche porte un message à double sens. D'un côté, Woodsboro est porteur d'un traumatisme, qui va continuer de hanter Sydney et sa fille, et de l'autre, pour le genre du slasher, on peut comprendre que les films d'horreur classiques ne meurent jamais. On a une sorte de réaffirmation des codes du slasher. L'affiche hommage n'est donc pas qu'une simple esthétique visuelle. Elle vient positionner Scream 7 à la fois comme le digne descendant du genre slasher, on revient à la source, et comme une œuvre consciente de son héritage, tout en soulignant que la franchise traite toujours du poids du passé, qui est vraiment un des thèmes centraux dans son récit, mais aussi dans toute sa mythologie. Donc le retour de Dewey, Stu et Roman va probablement s'expliquer de manière logique. Le ou les tueurs ont probablement une connexion assez forte avec un ou plusieurs personnages qui viennent du passé originel de Scream. Direction la chambre de la fille de Sydney qui s'appelle Tatum, en référence à Tatum Riley, la sœur de Dewey. Celle-ci entend la voix de Ghostface et même si elle regarde vers la fenêtre ouverte, on a plutôt l'impression que sa voix vient de l'intérieur, en particulier grâce au craquement qu'on peut entendre. Nice little town you found. La bande-annonce semble d'ailleurs nous confirmer plus tard que Ghostface est bien dans le grenier. Et sur les murs de la chambre, un petit détail attire l'attention. Un poster où on peut lire « My Villain ». My Villain ? Main Villain ? Nouvelle petite théorie. Parmi les tueurs, on pourrait retrouver un membre de la famille de Sydney, comme ça avait été le cas avec Roman Bridger dans Scream 3 et Jill dans Scream 4. Cette fois-ci, ce serait sa propre fille qui serait le cerveau de toute cette histoire. On ne connaît pas encore ses motivations, mais elle pourrait venir de son passé. Par exemple, peut-être que Mark, son père, n'est pas vraiment son père, mais ça ferait un peu trop Scream 5. Et du coup, comment est-ce que Ghostface entre dans la maison ? Grâce à son acolyte qui y habite ? Je sais pas. On retrouve ensuite la jeune fille avec son groupe de copines, qui n'est pas sans rappeler le film Halloween.
On peut y voir les personnages joués par Celeste O'Connor, qui apparemment va passer un sale quart d'heure dans le film, et McKenna Grace qui... Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous connaissez la théorie de la chemise à carreaux bleus? Non? Vous verrez plus que ça ensuite. L'un des indices pour repérer un Ghostface est d'analyser les tenues qu'il peut porter. Et dans la saga Scream, on a une tenue bien particulière qui est toujours associée à au moins un des tueurs, la chemise à carreaux bleus. Dans Scream 1, elle est portée par Billy. Dans Scream 4, c'est à la fois Charlie et Jill. Richie en porte une dans Scream 5. Dans Scream 6, on n'a pas de carreaux bleus, mais Ethan porte un motif rouge à carreaux qui s'en rapproche. Et pour ce qui est de Scream 2, Derek porte la bonne chemise, et d'après la première version du film, il était censé être un tueur. Mais à côté, on a quand même Mickey et Nancy Loomis qui portent généralement du bleu, sans carreaux, tout comme Roman dans Scream 3. Le personnage de McKenna Grace porte une jupe à carreaux bleus, donc on va quand même la surveiller de près. Mais c'est une jupe, donc c'est un vêtement qui est en bas du corps. Potentiellement c'est un faux indice. Car au même moment, on entend la voix de Ghostface dire à Sidney que Pine Grove lui rappelle l'endroit où ils ont grandi. Cela nous indique donc où est né ce Ghostface et que potentiellement il serait de la même génération que Sidney. Et pourquoi pas dans le même cours de biologie que Sidney? Si on revient au tout premier Scream, on retrouve ce personnage qui a une chemise à carreaux bleus. Alors ok, d'autres ont des chemises à carreaux, mais on a du rouge et là du jaune-bleu. Mais qui serait-elle? Bonjour Christina Carpenter. Dans Scream 6, on apprend que Sam et Tara ont toutes les deux tourné le dos à leur mère qui a eu une aventure avec Billy Loomis durant les événements de 1996. Elle se retrouve désormais seule, sans mari, ni ses enfants, et pourrait avoir mal, mais vraiment très mal vécu cette situation. Étant donné qu'on n'a jamais vu le personnage auparavant, et qu'on a les personnages de Chad et Mindy qui reviennent et font le pont avec le 5e et 6e film, un retour n'est pas impossible, et on reviendra sur cette théorie un poil plus tard. Mais faire de ces personnages inconnus Christina Carpenter peut mettre en avant la thématique du retcon, qui peut très bien être utilisé dans le film. Le retcon, ou en français la continuité rétroactive, est une technique narrative utilisée pour altérer les faits d'une œuvre de fiction antérieure pour apporter un nouvel élément explicatif. On a pu le voir par exemple dans Spider-Man 3, où on apprend que c'est l'homme sable qui a tué l'oncle Ben. Dans Star Wars l'ascension de Skywalker, on découvre que Rey est la fille d'un clone de l'empereur Palpatine, et c'est vraiment toujours de la merde. Dans Fast and Furious 9, Han est finalement vivant. Et d'après Scream 3, c'est Roman Bridger qui a manipulé Billy Stu pour assassiner Maureen Prescott. Le film pourrait donc nous sortir la carte du retcon en jouant sur cette thématique. Ensuite, on rappelle que Scream n'est pas une saga surnaturelle, donc il serait difficile de vraiment faire revenir ces personnages décédés. Mais il n'est pas impossible que Ghostface se serve d'eux pour torturer notre héroïne. Avec pourquoi pas une intelligence artificielle. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. On continue avec Sidney, toujours au téléphone avec Ghostface, et... mais dis donc, c'est pas le même affichage sur le téléphone. On remarque que Sidney enregistre désormais tous ses appels, toujours plus pratique pour garder les preuves. Elle travaille apparemment dans un endroit qui s'appelle The Little Latte Coffee, dont on verra les lieux plus tard, et bosse probablement depuis chez elle. On a alors une attaque de Ghostface en pleine nuit. Étant donné que le tueur appelle ses victimes avant de passer à l'attaque, on peut alors se dire que l'appel reçu n'est pas à 10h28 du matin, mais du soir. On fait également la rencontre de Mark, le mari policier de Sidney. On va noter d'ailleurs qu'elle porte la même tenue qu'on a pu voir auparavant. Mais lors de l'attaque, au moment où Sidney et sa fille se rendent dans la pièce de survie, on ne voit plus Mark. Cependant, il n'est pas bien loin. Mais cette idée, on va la garder dans un coin de la tête pour le moment. Sidney et Tatum s'échappent de la pièce de survie en passant par les murs, et on peut se demander quel est l'intérêt de s'échapper d'une pièce de sécurité dont le principe est d'être en sécurité à l'intérieur. On peut alors imaginer que Ghostface déjoue le système électronique en ayant un accès. Oui, toi, j'ai quand même de gros soupçons sur ta personne. Soit il a trouvé un moyen pour enfumer la pièce pour les faire sortir. Les deux femmes s'échappent et Ghostface se rend compte que le mur est creux. On remarque d'ailleurs que le geste n'est pas sans rappeler le tueur dans le premier. Tatum colle son oreille au mur alors qu'on a bien appris dans le 2 qu'il ne faut pas faire ça. La suite du trailer va s'accélérer un peu. On a une voiture de police qui roule dans une rue déserte. Supposément, il y a un couvre-feu en place. Tatum explique vouloir être une guerrière comme sa mère. Ou une tueuse, hein. Je sais pas.
Sydney rentre avec une arme dans ce qui semble être sa propre maison, donc pourquoi pas le lieu pour le bouquet final du film. Puis on a Ghostface qui s'en prend à Tatum, seul au centre-ville de Pine Grove, et qui dit ne pas lui faire de mal jusqu'à ce que Sydney soit là pour le voir. Voir Ghostface faire semblant de la planter dans le bide pour ensuite donner le couteau à son acolyte. Putain, mais ça se trouve je suis complètement à côté de la plaque, mais allez, c'est marrant comme théorie. Gail fait son entrée en compagnie de Chad et annonce qu'elle va démasquer cet enfoiré. Et si on regarde un peu plus près la scène, elle semble se dérouler au même moment que lorsque Sydney arrive sur la scène du crime et après l'attaque de Ghostface. On peut alors supposer que la scène de crime n'est pas chez un voisin de Sydney, mais dans la maison de Sydney. Reste à savoir qui meurt. La bande-annonce enchaîne quelques scènes avec Chad et Mindy dans un bar, le personnage de Celeste O'Connor qui se cache du tueur, apparemment au même endroit, et la bande-annonce originale nous laisse supposément entendre la voix de Dewey qui dit à travers un modulateur « Tous tes amis meurent parce qu'ils sont proches de toi ». Alors que dans la VF, on nous met uniquement la voix de Ghostface. C'est nul. La saga Scream a l'habitude de s'adapter à son époque et d'utiliser les nouvelles technologies pour mieux les critiquer, et à l'heure du développement des IA génératives, il peut être intéressant de traiter ce sujet dans Scream 7. Et c'est là qu'on peut comprendre le retour des anciens personnages de Stu, Roman et Dewey. Leur voix pourrait être recréée par IA afin de venir tourmenter Sydney. On aperçoit Mindy casser la gueule à Ghostface dans une cuisine, et on peut supposer que cette scène se déroule toujours dans le bar, qui doit donc aussi servir de bon petit plat chaud. Et c'est là qu'on va arriver à une scène intéressante. On voit Mark, en tenue de policier, se faire attaquer par Ghostface dans une pièce qui a l'air d'être en rénovation. Et potentiellement, ça peut être une partie de la maison de Sydney et Mark. Ghostface lui saute dessus, l'étouffe et finit par le poignarder vu tout le sang qu'il y a. Donc potentiellement, Mark est la première victime de Ghostface à Pine Grove, le soir où on le voit attaquer Sydney et où la police établit une zone de crime autour de sa maison. La bande-annonce nous montre ensuite Sydney qui court apparemment en direction du coffee shop pour retrouver Tatum, prisonnière dans le bureau avec Ghostface qui essaye d'y entrer. On apprend que l'histoire se déroule autour du mois de novembre, probablement fin octobre, vers Halloween, si on se dit que ce calendrier est un planning pour le mois suivant. Tatum le neutralise et sa mère lui dit de tirer une balle dans la tête avec un plan qui nous rappelle celui avec Billy Loomis. Et bien sûr, Tatum ne va pas tuer son acolyte. Ce serait dommage. La suite de la bande-annonce enchaîne encore quelques scènes chocs, notamment avec le personnage de Celeste O'Connor qui est attaqué, un personnage non identifié est traîné dans une cuisine, probablement au même endroit que Mindy et Chad lorsqu'on les a vus précédemment. Tatum fout une tatane à Ghostface qui passe à travers une vitrine, et enfin, on revient à notre tueur qui fout le feu à la maison de Schumacher et s'en va d'une manière ultra stylée. Et enfin, on entend la voix de Stu dire que ça va être fun. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à la voix de Dewey, qui a l'air de sortir d'un modulateur, celle de Stu est nickel. Alors soit c'est juste un enregistrement du premier film pour semer le doute, soit, étant donné que la voix fait plus vieille que 1996, ça pourrait être le personnage lui-même, relançant la théorie sur sa survie à la télévision et en se reconnectant à la thématique de la continuité rétroactive. Mais il est tout à fait possible que ce soit un autre personnage lié à Stu, comme sa sœur Leslie, qui a aussi beaucoup perdu à cause de Ghostface et de Sydney. Ok, on a déjà pas mal d'éléments, quelques pistes, reste à voir ce que le film nous donnera. Mais on va maintenant s'intéresser à un petit teaser qui va nous ajouter quelques petits éléments en plus. Ce petit teaser, sorti en janvier, revient sur les précédents films en nous disant que chaque coup de téléphone depuis 1996 a mené jusqu'à Scream 7. On revoit des scènes qu'on a déjà analysées et on découvre un nouveau lieu, l'hôpital psychiatrique de Fallbrook. On y découvre un panneau avec plusieurs dessins assez glauques qui représentent des femmes. Et si on regarde bien, on note un élément, peut-être une blessure sur la joue du personnage. Alors à première vue, vu les dessins, on pourrait penser que c'est Sydney, mais elle n'a pas de blessure sur la joue. Peut-être alors que ce sont des autoportraits de la personne internée, qui aurait effectivement une balafre. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme, mais l'aspect féminin aux cheveux longs et bruns est peut-être ce à quoi elle ressemble réellement. Ou alors, ça peut peut-être être comment elle se perçoit, notamment avec les deux représentations de Ghostface qu'on peut observer à gauche. Soit c'est une menace, ces dessins représentent Sydney et la personne qui les a fait veut lui infliger ce qu'elle lui a infligé. On a d'ailleurs en même temps la voix de Ghostface qui annonce qu'il prépare son plan depuis vraiment longtemps. Et la théorie de Schumacher semble prendre de l'importance, surtout qu'on sait que le personnage a toujours eu un petit faible pour Sydney.
On peut également se dire que c'est Christina Carpenter qui, après avoir perdu ses 2 filles, a complètement vrillé et se retrouve en hôpital psychiatrique. Elle juge Sidney responsable de son malheur et a développé une haine viscérale contre elle. Toujours dans l'hôpital, on a un plan assez étrange. On peut voir Sidney et Gale dans la chambre, mais plusieurs choses ne collent pas. Les 2 femmes ne sont pas sur le même plan. On peut voir que la caméra centrée sur Sidney bouge, tandis qu'elle est fixe sur Gale. On remarque également un détourage assez grossier autour des cheveux et de l'épaule de Sidney. On peut donc affirmer que ces 2 plans ont été mélangés et qu'on veut nous cacher ce qu'il y a à droite de Sidney ou à gauche de Gale. Peut-être que Mark a bien survécu et enquête avec sa femme. Les bandes annonces veulent alors brouiller les pistes en nous faisant croire à sa mort. Le teaser continue avec des images qu'on connaît et on découvre un plan d'escalier avec un papier peint plutôt old school et des branches d'arbres morts. Et soit on est sur quelqu'un qui a des goûts douteux en matière de décoration, soit cela pourrait être un décor qu'on pourrait retrouver sur une scène de théâtre. Imaginez, truc de dingue, Stab the Musical, interprété par les élèves du lycée de Pine Grove. On va buter Sidney. Nouvelle image de Mark qui se prend un gros coup de pied dans le torse, le même que Ghostface va lui-même se prendre par Tatum d'après la bande-annonce précédente. Les 2 qui donnent le même coup? Vous êtes sûr? Parce que dans ce cas-là, soit c'est vraiment la tueuse et elle a assassiné son propre père, soit elle le fait par vengeance parce que son père est mort. Dans les 2 cas, Mark est mort. Sauf si Mark est l'acolyte de sa propre fille. Oh, c'est chaud là quand même. Enfin, le logo Scream 7 apparaît, mais on remarque qu'il reprend d'abord la police d'écriture et l'animation qu'on a pu voir dans Scream 1, avant de finir sur le logo officiel du 7ème opus, ce qui souligne l'importance du premier massacre. L'objectif est de recentrer l'attention du public sur la figure de Sidney Prescott et son combat originel contre Ghostface. Mais c'est aussi une manière de rappeler que la saga va avoir 30 ans cette année. Le but est de reconnecter avec le tout premier film, et comme une boucle, toute cette grande aventure et le fait que Sidney soit central dans l'histoire peut se terminer avec ce film. La campagne promotionnelle nous a également gratifié de l'affiche officielle du film. On se retrouve avec des têtes flottantes et tout le casting vivant du film. On a les visages connus et les petits nouveaux, et comme d'habitude, le ou les Ghostface sont sur cette image. De sûr, on peut déjà éliminer ceux-là. Et à première vue, ces 2-là ne vont peut-être pas survivre. On a posé un token sur McKenna Grace à cause de sa jupe, donc on peut en poser un sur Sam Reckner vu la chemise qu'il porte. Mais mettre ces 2 indices dans la première bande-annonce et sur l'affiche semble assez gros. On imagine bien Sam jouer le petit ami de Tatum, et on sait qu'il faut quand même toujours se méfier des petits amis. Dewey, rest in peace mon bro. Mark Consuelos, qui jouera une petite starlette de la TV locale, pourrait être par exemple en mal d'audience et se sert des meurtres pour relancer sa carrière. Mais comme on a perdu le personnage de Louis, on a quand même besoin d'un adulte un peu concon et innocent pour alléger le film. Parce que le tueur qui joue l'idiot, on l'a déjà eu dans Scary Movie. Assad German, quant à lui, avec son petit style d'ado métalleux, pourrait être un suspect potentiellement crédible. Et d'ailleurs, comme on a pu le voir dans Gen V et The Boys, aux côtés de Jack Quaid, qui jouait Richie, ça peut être un petit clin d'œil marrant s'il est aussi un tueur. Michelle Randolph et Jimmy Tatro n'apparaissent même pas sur l'affiche, donc leur destin est scellé. Timothy Simons, quant à lui, qui a l'air assez stylé, est mis très en retrait sur cette affiche. Il est aussi petit que Quinn et Ethan sur le 6, donc attention à ne pas l'oublier trop vite. Ethan Embry n'est pas bien grand non plus sur l'affiche, et il ressemble à un vieux prof de sport pas loin de la retraite et qui en a marre des gosses. Mais il peut nous rappeler un peu le pompiste de Massacre à la tronçonneuse qui prévient les protagonistes du danger. Vu l'accent mis sur le film, pourquoi pas imaginer un rôle similaire au sein du lycée de Pine Grove? Et du coup, j'ai envie d'imaginer que Tim Simons, avec sa tenue un peu stylée, est un prof de théâtre. Mais Ethan Embry pourrait parfaitement venir de Woodsboro et avoir grandi avec Sidney. D'autant plus qu'on sait que l'acteur avait déjà passé des castings pour Scream 1. Enfin, il nous reste Anna Camp, dont le rôle est celui d'une jeune femme de l'entourage de Sidney. On note que sur l'affiche, elle porte du rouge, tout comme Sidney et Gale, mais également comme le personnage de Tim Simons. Soit les 4 personnages sont liés d'une manière ou d'une autre, soit c'est une manière de désigner les 2 nouveaux comme étant les harengs rouges. Autrement dit, des suspects très potentiels qui finiront par être une fausse piste.
Donc à l'heure actuelle, la seule que j'ai beaucoup de mal à innocenter, c'est Tatum. Toi déjà je t'aime pas. Et parce que la vie est ainsi faite, au moment où je finalise le montage de cette vidéo et que tout mon matériel est rangé, un nouveau trailer et un poster sont disponibles. Et ils nous donnent des informations très intéressantes. Putain. Ce nouveau trailer s'ouvre sur quelques nouvelles images alors qu'un téléphone sonne. On nous confirme bien qu'un couvre-feu est mis en place à Pine Grove, avec un plan qui nous rappelle encore une fois le premier film, et qu'un meurtre s'est produit dans une salle de théâtre où une jeune femme est suspendue dans le vide. Référence directe à Casey Baker. Stab the Musical, c'est peut-être pas une blague. Alors on ne sait pas vraiment de qui il s'agit, mais apparemment la femme est blonde, donc ça pourrait être McKenna Grace ou Anna Camp. On retrouve ensuite l'attaque contre Mark qui est un poil rallongé avec un coup supplémentaire. Et on peut se demander si c'est en fait vraiment Mark et pas un autre policier, vu à quel point les trailers ne veulent pas laisser de doute quant à sa survie. Puis on a Sydney qui rentre chez elle avec la télévision qui s'allume. La télévision qui s'allume. Si Stu est vraiment mort, alors il vient tourmenter ses victimes. Mais Scream, c'est toujours pas une saga fantastique, donc l'un des tueurs a probablement une fibre plutôt artistique. Suspect tout ça. Sur ces images, Ghostface annonce à Sydney qu'il va faire souffrir toutes les personnes qu'elle aime pendant qu'elle regardera. On peut alors déduire que Sydney ne sera pas en vrai danger pendant tout le film et devra davantage prendre le rôle de protectrice avant celui de survivante. Puis retour dans l'hôpital psychiatrique de Fallbrook et on découvre que la pièce dans laquelle se trouve Sydney est en réalité une scène de crime. Et ce qu'on a voulu nous cacher dans le premier trailer est alors le bandeau jaune de la police. Cependant, on ne sait pas qui est mort à l'intérieur. Soit la personne qui est à l'origine des dessins, assassinée par Ghostface, soit quelqu'un du personnel encadrant et qui s'occupait de la personne. Sur ces images, on entend Gale souligner que le tueur préparait cette attaque depuis des années. On peut imaginer deux choses. Soit la personne internée a tué le ou la membre du personnel et en a après Sydney, donc on va être un peu plus dans une chasse à l'homme. Soit la personne internée est morte et il s'agit de quelqu'un du passé de Sydney, et que l'on connaît probablement. On a ensuite un nouvel aperçu du tueur dans une salle rouge avec des petites lumières et des aérations au plafond. On peut imaginer qu'on est dans la salle du bar, avec Chad, Mindy ou le personnage inconnu. D'ailleurs, on a aperçu un poil plus éclairé de ce dernier, qui, vu la mâchoire saillante, a tout l'air d'être le personnage d'Assa German. Et vu que ça pue pour son cul, petite mise à jour de la liste de suspects. Puis on aperçoit Tatum qui attend le tueur et est prête à le frapper. Comme quoi, elle a vraiment envie d'être une combattante comme maman. Mais pas pour autant que je vais totalement l'innocenter. Nouvelle scène où Sydney et Gale discutent sur ce qui semble être un plateau de télévision. Et si on en croit les micro-cravates sur chacune, il s'agit d'une interview filmée pendant le talk show de Gale. Et vu les tenues des deux femmes, cette scène devrait se passer avant la scène de l'hôpital de Fallbrook. On peut alors imaginer que Ghostface appelle sur la ligne de l'émission pour provoquer Sydney et Gale et leur annoncer ce qu'il a fait à l'hôpital. On entend que Gale annonce que Tatum a le même âge que Sydney lorsque tout a commencé. Et cette dernière dit que ça ne s'arrêtera pas à moins qu'elle arrête elle-même. On a un petit peu une idée de sacrifice dans cette phrase, et comme on a parlé de boucle, et que tout peut se terminer avec ce film, cela pourrait signifier la mort de Sidney Prescott. Puis notre héroïne semble s'adresser au tueur en lui demandant où est sa fille, et alors qu'une nouvelle fois la voix de Stu dit qu'on va bien se marrer, Sydney a un regard complètement terrifié. Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir vu pour la mettre dans cet état? Soit Stu Macker, qu'elle croyait mort depuis des années, se révèle devant elle, et là dans les salles de cinéma on va avoir des cris comme dans Spider-Man No Way Home, soit où est ma fille? Bah je suis là maman. Toi, je te lâche pas. Ce nouveau teaser est accompagné d'une nouvelle affiche qui rend clairement hommage à celle du tout premier film, sauf qu'à la place de Drew Barrymore, c'est le visage de Neve Campbell. Encore une fois, la communication cherche à nous dire que ce 7ème opus est directement connecté au tout premier Scream, et la mention Face Your Past, affrontez votre passé, vient souligner que la menace vient de là. Et si on jette un œil au casting, on remarque que Matthew Lillard est présent aux côtés des autres personnages principaux, alors que les autres membres du casting sont absents. Et si son nom apparaît sur l'affiche, je doute que ce soit pour que son apparition dans le film se réduise à faire des voix ou apparaître sur des images d'archives.
D'une manière ou d'une autre, sous forme d'IA ou pas, Stu sera réellement présent et visible dans le film, et les spectateurs vont prendre un pied monstre à le revoir. Et pour la théorie du retour de Stu, avec tous les éléments qu'on a pu voir, beaucoup de gens diraient que c'est trop gros. T'as dit quoi? Non, mais je... Que c'était quoi? Non, mais je parlais de... Qu'il était quoi? Effectivement, c'est pas la révélation qui aurait le plus de finesse dans l'histoire du cinéma. Et si justement toute la campagne reposait sur ça? Sur le fait qu'on nous l'annonce depuis le début. La théorie de la survie de Schumacher est avant tout une légende urbaine, une histoire qu'on se raconte sur internet depuis des années. Scream 6 avait d'ailleurs joué sur cette théorie. On est sur une blague qu'on se partage entre initiés, mais la véritable réponse qu'on a tous ne peut pas être oui ni non. L'histoire se fait avec les années, les spectateurs apportent des idées, il y a une nouvelle génération avide de cinéma d'horreur qui découvre les Scream, l'horizon d'attente grandit et évolue. Et même si un film ne doit pas apporter aux spectateurs ce qu'ils attendent, peut néanmoins être inventif et surprendre tout le monde. Parce que oui, tout comme le One Piece, comme son nom l'indique, est en vérité une seule pièce, peut-être que vraiment, c'était qu'une télévision. Les dés sont jetés, reste à voir ce que Scream 7 va nous proposer comme histoire. Et je rappelle que ce sont des pistes qui vont potentiellement être effacées dans les jours à venir. J'ai délibérément évité de parler de certains leaks qui peuvent donner trop d'informations et potentiellement spoiler complètement le film. Je me suis concentré uniquement sur toutes les images officielles qui sont sorties. Donc si vous avez vous-même vu des informations qui ont leaké, gardez-les pour vous. Le but de cette vidéo est d'analyser et théoriser, mais pas forcément d'avoir raison. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous attendez du film, est-ce que vous avez des petites théories, etc. Dites-moi tout ça. Avant de partir, je vous laisse vous abonner à la chaîne et activer la cloche parce qu'on va avoir pas mal d'occasions de parler de Scream dans les mois à venir. Allez, on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles analyses. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, à bientôt. Et avant de partir, je vous laisse avec ces deux vidéos, toujours sur Scream, qui pourraient pas mal vous intéresser.